Maxence Laillé, vous êtes journaliste scientifique. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'écologie de l'information? C'est quoi pour vous? L'écologie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'étudier, d'analyser, de comprendre les relations, les interactions qu'il va y avoir entre des systèmes différents. Et en fait, ma démarche à travers cette recherche, qui est un peu dans la continuité de ce que j'ai fait les années précédentes, puisque je m'étais spécialisé sur les ondes électromagnétiques, donc sur l'impact de forces invisibles et intangibles sur le corps humain, comment ça affecte la santé, comment ça affecte notre activité cardiaque, comment ça affecte notre pensée. Si on raisonne un petit peu plus large, on a autour de nous un écosystème d'appareils, un écosystème de médias, de dispositifs avec lesquels on interagit. Le téléphone portable, un ordinateur par exemple, on va passer 6 heures par jour devant un écran d'ordinateur. En moyenne, on passe 1 heure par jour devant l'écran d'un mobile. Donc tout cela par rapport au corps, par rapport à comment nous fonctionnons, a un impact et une influence. Exemple, il y a des études qui sont sorties il y a 2 ans à peu près, qui ont montré, c'était d'une fac de sport un petit peu, ils se sont préoccupés de quel était l'impact sur le squelette, la structure, de l'utilisation d'une tablette. Et donc, ils ont suivi une quinzaine de personnes, ils leur ont fait porter des lunettes spéciales qui analysaient, qui enregistraient l'angle. Gyroscope, ouais. Voilà, mais même aussi l'angle, les pressions qui s'exerçaient sur la nuque. Et l'angle qui était adopté par le corps pour lire la tablette. Ils ont étudié 3 types de positions, avachi dans un canapé, à plat sur une table et avec un support qui relève la tablette. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait parfois jusqu'à 3 fois plus de force, de tension qui allait s'exercer sur la nuque en fonction de la position. En clair, utiliser une tablette de façon immodérée ou en tout cas sans en faire attention, on se fabrique des maux de dos qui vont émerger dans 7 ans, dans 8 ans, et c'était le sens de la sonnette d'alarme qu'ils ont tirée à cette occasion. Autre exemple, là par contre il n'y a pas encore de parution par rapport à cela, mais je sais que c'est dans les tuyaux, j'ai pas mal de spécialistes qui me donnent ce retour-là, on assiste à une diminution du champ de vision périphérique liée à l'utilisation des petits écrans. C'est-à-dire plus on passe de temps sur un petit écran, plus on a en fait la vision qui se focus sur les écrans, et c'est au détriment de la vision périphérique. Une espèce d'adaptation? Exactement. Le corps humain étant un système adaptatif, la neuroplasticité, l'épigénétique, toutes ces disciplines-là, c'est-à-dire qu'il s'adapte et il s'ajuste aux informations qui viennent de l'environnement, y compris des informations qui viennent à travers les appareils que l'on manipule et à travers les informations que l'on ingère, que l'on avale à travers nos yeux, à travers nos oreilles, etc., etc. Eh bien, le corps s'ajuste par rapport à cela et se spécialise, se focalise, donne une réponse qui va être adaptée à l'environnement auquel on est confronté. Donc il y a vraiment, voilà, et c'est donc toutes ces... Qu'est-ce que la science sait là-dessus? Qu'est-ce que la science sait de l'interaction qu'il y a entre notre corps et les médias électroniques présents autour de nous? Et après, on peut aller un petit peu plus loin aussi, parler de la pression publicitaire, par exemple, qui participe, qui compose ce champ que je suis en train de documenter, qui s'appelle l'écologie de l'information. Ça a un impact sur la société, sur le comportement social, sur le comportement individuel et social. Par exemple, toujours pareil, ce sont des données qui sont peu connues, mais on a... du côté des professionnels de la publicité, un concept, une notion qui existe, qui est celle de la pression publicitaire. Si on fait simplement le décompte des publicités que l'on va voir de façon standard via la télé, la radio, on est à peu près à 300-350 pubs par jour. Si on prend en compte les pubs auxquelles on va être confronté, même si on les regarde à peine, liés à des sites web, liés à la navigation sur Internet, et ainsi de suite, on va monter à 1500-2200 sollicitations par jour. Si on intègre les affiches, les sigles, tout ce que l'on va voir dans la rue, les logos que l'on va voir sur des vêtements, on monte à 11 000, 12 000 sollicitations par jour. Okay, et tout ça est documenté par donc, des spécialistes qui traitent de cela, qui sont par exemple, qui font du neuromarketing. Mais en tout cas, cette notion de pression publicitaire, elle est connue des professionnels, elle est effectivement manipulée parce que l'enjeu, c'est d'avoir des messages qui vont rentrer dans la tête des personnes. C'est la fameuse vente du cerveau disponible, on est vraiment dans ces notions-là. Et voilà, et donc tout est là, c'est juste que ces éléments de savoir et de connaissance sont dans des disciplines distinctes et ne sont pas forcément mis ensemble, alors qu'au milieu de tout cela, c'est notre corps qui est en jeu. Alors quand on voit des gosses de 2 ans, 3 ans, 4 ans qui commencent à utiliser des smartphones, des tablettes, etc., ça a un impact sur leurs facultés cognitives, sur leur développement, sur leurs troubles de la concentration, de la mémorisation? Exactement. Tout à fait. Cet afflux d'informations, mais est-ce que ça... C'est pas tant le fait qu'il y ait un afflux d'informations, c'est le fait que, du fait qu'il y ait un afflux d'informations, qu'il y ait une abondance d'informations, ça va en fait venir bloquer ou inhiber la consolidation, le renforcement des réseaux neuronaux, des parties du cerveau qui sont autres.
par exemple, des études ont mis en évidence, et là c'est depuis les années 2005-2006 par exemple, on avait cette polémique, cette problématique sur les jeux vidéo qui ont un impact sur le comportement des personnes. Bon, on n'en entend plus parler parce que les études sont claires. Oui, il y a un impact des jeux vidéo sur les gens, autant dans un sens positif que dans un sens négatif. Et ce n'est pas dans l'absolu, c'est en fonction des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on va avoir dans des milieux hospitaliers des jeux vidéo qui vont être utilisés pour accompagner les grands brûlés, parce qu'en les immergeant, en les plongeant, en leur faisant interagir avec un milieu qui va être glacé, polaire, qui rayonne du froid, ça va être ressenti comme étant du froid par le corps, et ils ont une diminution de 15-20% de leur sensation de douleur, de leur sensation de brûlure. Donc il y a un impact direct sur la souffrance et la douleur telle qu'elle est ressentie et perçue par des personnes qui sont dans ce cas-là. Et puis de l'autre côté, on va avoir des jeux vidéo beaucoup plus classiques, violents, rapides et ainsi de suite. Et ces jeux vidéo, par exemple, donc, des jeux d'action, première personne, extrêmement violents au sens où ils demandent d'avoir des réflexes, une pensée immédiate, de faire attention aux détails, d'avoir une pensée qui va faire attention à du mouvement rapide qui passe à l'écran, et bien ça active et ça consolide des parties du cerveau qui ne sont pas les mêmes que le cerveau empathique, par exemple. Et en fait, on s'est rendu compte que pour que le cerveau empathique se développe, on a besoin de relations humaines vraies et pas de relations humaines qui passent à travers des médias électroniques. Donc plus on passe de temps au téléphone ou sur des médias électroniques, certes on va échanger, mais c'est au détriment du renforcement de l'apprentissage de certaines parties du cerveau qui se musclent liées aux interactions humaines. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de rééduquer maintenant oui. les adultes, les enfants, à une nouvelle hygiène, à une nouvelle ergonomie, au même titre que tiens-toi bien, arrête de jouer sur ton iPad. Est-ce que c'est possible ça ? La notion d'hygiène de vie électromagnétique ou la notion d'hygiène de vie informationnelle ou la notion de pathologie informationnelle, elle est non seulement émergente, mais elle est pratiquée par des universitaires. Je me souviens, en 2002-2003, c'est le moment où on a eu le premier livre blanc sur l'hygiène dans la relation aux emails au travail. Et par exemple, dans les trucs et astuces qui étaient indiqués dans ce rapport, il y avait le fait de regarder ses mails 2 fois par jour, en y consacrant grosso modo une demi-heure, pour éviter que ça empiète sur la journée et surtout pour éviter qu'on ait des interruptions toutes les 30 secondes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, 80% des personnes qui ont des emails, qui consultent leurs mails, reçoivent plus d'une centaine d'emails par jour. Et donc, ce qui fait que toutes les 2-3 minutes, il y a des mails qui arrivent. Et comme on les voit, en fait, on a là aussi des circuits cognitifs très particuliers qui sont mis en place. En gros, ça active les circuits de la récompense. On a envie d'aller cliquer pour savoir si c'est une bonne nouvelle ou non. On a envie d'aller cliquer pour savoir ce qui est dit. C'est-à-dire qu'il y a des réflexes, oui, il y a des conditionnements de type pavlovien qui se mettent en place. Et ça, les entreprises maintenant qui ont 15 ans de recul sur ces phénomènes en ont pris conscience. Et on a même des RH, des ressources humaines, qui militent en interne pour le droit à la déconnexion, qui militent pour interdire ou inviter les personnes à ne pas se connecter après 19h, de façon à réintroduire une diversité, à réintroduire une hygiène et une qualité de vie. Est-ce que vous pensez que cet afflux d'informations nuit au libre arbitre, au choix personnel ? Est-ce que ça a un impact ? Ça peut, bien entendu, ça peut. Si on reprend tout à l'heure, si on reprend la question de l'empathie, en fonction, si les enfants sont devant un écran, une tablette ou une télé, on a des circuits empathiques qui ne sont pas développés parce que ces circuits empathiques ne se développent qu'en échangeant avec un plus grand frère, un adulte, un parent ou un éducateur. S'il n'y a pas d'interaction humaine, les neurones de l'interaction humaine ne sont pas développés. Et donc c'est comme ça que ça pose un climat. Donc on a des vrais enjeux autour de cela, y compris bien sûr, dans le monde professionnel, on va appeler ça du surmenage ou du burn-out. Il faut voir qu'une pathologie informationnelle, le fait qu'à un moment on ne peut plus faire face à la quantité d'informations auxquelles on nous demande de gérer ou d'intégrer. Et donc il y a un effondrement, le stress est trop fort, stress informationnel trop fort, hop, une pathologie se déclare, ou en tout cas un problème arrive, qui est le surmenage, l'effondrement cognitif. Et puis de l'autre côté, on va avoir chez les jeunes tous les troubles de l'attention, avec une pensée qui zappe en permanence, qu'il y a du mal à se fixer. Et là aussi, effectivement, on peut avoir des outils, il y a des logiciels qui ont été développés dans ce sens-là, qui nous invitent à méditer, à ralentir, à fixer notre attention, et la meilleure thérapie, c'est d'aller se balader en forêt. C'est ce qui marche. Oui, de regarder la nature. C'est la reconnexion à la nature. Et c'est pour ça aussi qu'on a depuis 4-5 ans un véritable mouvement de fond aux États-Unis, ça vient des États-Unis et du Canada, qui est la déconnexion. Des cadres sup qui bossent dans les informations, qui bossent dans les web agencies, qui bossent dans des entreprises liées aux technologies de l'information et qui, pendant 15 jours, coupent tout, sont sans téléphone portable, sans téléphone, sans mobile, sans ordinateur, sans rien,
dans la nature et on randonne. Okay, c'est parce qu'il y a un mouvement en fait pour équilibrer les choses. C'est le conseil que vous donneriez aux hyperconnectés. Tout à fait. La relation à la nature, le fait de se reconnecter à la nature est la meilleure thérapie qui soit en situation de saturation informationnelle. C'est une prise à la terre, c'est ça? C'est une prise à la terre au sens propre. Maxence Layet, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.